3 villages dessinent un triangle de terre lourde et grasse. Saint-Sauveur-en-Puisaye, Saint-Empuisaye et Saint-Puy. Ici, comme partout en France, l'agriculture intensive des années 80 a transformé les fermes. Toujours plus grandes, avec moins d'hommes et toujours plus de machines. Les villages se sont presque totalement vidés. Mais depuis quelques années, la tendance se renverse. La campagne se repeuple. Que va devenir cette terre, écartelée entre les utopies des nouveaux arrivants et les valeurs des gens d'ici, enracinés dans le paysage? Je me vois pas vivre n'importe où dans la France, non. Je me plairais pas, je pense pas. Bah, je me vois pas vivre ailleurs, moi. Bah, déjà, par rapport au paysage. Par rapport à notre, notre nos culture. habitudes. Ouais. Gamin, je pensais qu'au métier d'agriculteur. J'étais déjà passionné et c'était mon rêve. Et puis voilà, je suis dedans. J'ai réalisé mon rêve. Toute petite, j'étais attirée par les animaux. Ça s'explique pas, je pense que c'est inné. On est avec. On est avec ça. Moi, je pense qu'on est avec la passion. Bah, les gens qui arrivent d'ailleurs et qui se lancent comme ça, oui, ils sont fous. Mais moi, je les encourage à le faire. S'ils ont envie de le faire, faut qu'ils le fassent. S'ils ont envie, il faut le faire, ouais. Bah oui, hein. Faut pas s'arrêter au regard des autres. S'il y a l'envie, oui. Bon. Il y en a, ouais. Peut-être que des fois, peut-être qu'il y a des échecs, mais bon, si on n'essaie pas... Viens. Viens. Viens, la fille. La meneuse, c'est Mitsa, c'est elle. Le choix du changement de vie, c'est déjà plus forcément envie d'avoir un emploi salarié, routinier, à être des consommateurs comme tout le monde. Et voilà, envie de faire quelque chose à deux. C'est un vrai projet de couple. J'ai plus ces angoisses-là, de savoir si je vais plaire à mon patron, s'il va être content de moi, comment je vais rentrer à la maison, lui qui subissait parce que je me plaignais sans arrêt. J'ai passé 12 ans dans un groupe américain d'import-export. Et c'est vrai que je pense que j'avais quelque part qu'une envie, c'était de revenir ici. Et puis, j'avais envie aussi de mettre ce que j'avais pu apprendre à disposition de ce territoire auquel je suis si attachée. Je me suis réveillé un matin en me disant, si je meurs aujourd'hui, il y aura un moment où je regarderai ce qui s'est passé en arrière. Est-ce que je suis fier du temps que j'ai passé ici sur Terre? C'était une aspiration, un truc comme ça qui m'est venu. Et la réponse, c'était, bah non, pas du tout. On s'est rencontrés à Lyon. Et il m'a dit, bah moi, je veux retrouver mes racines. Et mes racines, elles sont puisées. Donc si on construit quelque chose ensemble, c'est là-bas. Je dis, ben, banco, ok. Alors, Bissonnet et Myriam. Quel numéro? 44. Bien, bonsoir, bon courage. Merci. Oui. Pascal, Gérard. Gauthier. Gérard, Pascal, pardon. Quel numéro? Pascal, Gérard, je préfère. Quel numéro? 200. Enlève ta grosse patte. Alors, 407. Alors, numéro 315. Monsieur Massé, Jean, à voter. Alors moi, je suis maire là depuis 2008, c'est pas très vieux. Mais avant, j'étais premier adjoint, troisième adjoint, conseiller municipal. Enfin, je suis là depuis 78, alors oui, ça commence à faire. L'exode rural, nous ici, s'est inversé dans les années 90-2000. On était tombé à 500 habitants et là, on est remonté à 600 habitants. Largement, et toutes les communes ici c'est pareil. Et là on est plutôt dans cette mouvance-là, les jeunes viennent plutôt pour les enfants parce qu'ici avec les enfants on est tranquille, il y a des écoles, il n'y a pas de bazar, il n'y a pas de risque, on est à la campagne quoi. Sentiment d'insécurité, problèmes de transport, prix du logement prohibitif, stress. Autant d'éléments négatifs qui poussent les gens à quitter les centres urbains pour s'installer en milieu rural. Depuis quelques années, les villes françaises perdent 80 000 habitants par an, au profit des campagnes. Vivre en ville
ne représente plus l'idéal d'autrefois, car désormais, l'environnement est devenu une valeur fondamentale. Messieurs, ça passe bien. Je pense qu'on est à 198. On est même pas dessus. C'est pareil que l'autre fois, non? Pour nous, ouais, je pense à peu près. Moi, j'ai fait ce choix de vouloir habiter dans un environnement plus clément et plus calme. Quand je retourne régulièrement à Paris, c'est quand même un autre monde, quoi. On est oppressé, c'est bousculé, c'est bruyant. « 19h. Allez. Ça y est. C'est fait. Allez, c'est parti. Macron, Macron, Le Pen, Le Pen, Le Pen, Macron, Macron, Le Pen, Le Pen, Le Pen. Vas-y, on voit alors le nombre et puis effectivement le... Macron, 278 voix, 60,43%. Le Pen, 182 voix, 39,57%. D'accord. Bon, ben on va pouvoir boire un coup. Désormais ici, deux mondes se côtoient. Il y a les survivants d'une ruralité disparue qui se sentent oubliés de l'État, nostalgiques d'un passé idéalisé. Et puis, il y a les nouveaux, les déçus de la ville, qui voient dans la campagne un territoire d'avenir où les supermarchés font place aux circuits courts, où la consommation s'efface devant le recyclage et où nature et harmonie remplacent stress et vitesse. Décidément, l'époque est au changement. Aujourd'hui, c'est vrai que les gens qui arrivent sont des gens qui ont des bons niveaux de diplôme, qui ont souvent une première expérience professionnelle ailleurs, qui ont aussi passé des petits moments à l'étranger, ont pris pas mal de recul par rapport à la société et qui ont envie de s'installer aussi pour retrouver une authenticité. Enfin, voilà, quelque chose d'un peu plus vrai que des métiers salariés, pas toujours très valorisants. Et donc, moi, mon travail, ça consiste à les outiller en termes de méthode. Donc, ça va de comment on mène une étude de marché, comment je vais financer mes investissements et mon activité, comment je vais en vivre. Et voilà. Alors, Antoine et moi, on a fait des études d'ingénieur paysagiste. Donc, c'est une école qui est à Blois. Et après, du coup, on a été paysagiste dans des agences, respectivement. Moi, j'ai été à Tourcoing, Antoine a été à Bruxelles, à Lille, dans des agences, dans des bureaux d'études de conception paysagère. Concrètement, on a fait 5 ans d'études en botanique, géologie, géographie, plein de choses liées à la terre, au paysage. Et on est dans un bureau d'études devant un ordinateur toute la journée à faire clic-clic. Bon. Et puis, il y a eu un moment où, en fait, on s'est fait licencier économiquement, tous les deux, à 2 mois d'intervalle. Et on s'est dit, ça y est, c'est le moment de changer de vie et d'aller plus en adéquation avec ce qui nous intéressait, avec nos convictions, quoi. On avait envie de changer, mais ça, c'était pas vraiment l'occasion, elle s'était pas vraiment présentée. Et puis là, du coup, ça s'est tombé un peu comme ça. C'était pas sans plus de courage que ça, en fait. On n'a pas eu le besoin de courage parce que ça arrivait d'un coup à un moment où se posaient des questions et on s'est dit, allons-y, quoi. On a 2 ans de chômage devant nous, on rebondit, on s'invente ce qu'on veut faire, quoi. Sur 3500 mètres carrés de terrain, Pauline et Antoine ont réalisé leur rêve. Créer un jardin expérimental réunissant de très nombreuses variétés de légumes rares et de fruits souvent oubliés. Le tout cultivé de façon naturelle, en s'inspirant de la permaculture, sans pesticides ni engrais, sur un terrain où toutes les variétés sont mélangées. Ce jardin merveilleux constitue le support à toutes sortes de recherches. Les cuisiniers viennent y chercher de nouvelles saveurs. Les jardiniers, de nouvelles techniques qui peut-être un jour s'appliqueront à toutes nos cultures. Pour ceux qui veulent, là, c'est de la verveine sucrante. Tu frottes ça sur tes mains. Moi, j'ai la sensation que cette idée
d'inventer entre guillemets son métier, bien qu'on s'est jamais dit tiens on va inventer notre métier. Hein. On y est allé et puis maintenant on se rend compte de ça. Mais je crois que moi j'ai la sensation qu'il y a pas mal de gens de notre génération qui ont envie de ça parce qu'ils en ont marre d'être contraints par un employeur qui impose des horaires, qui impose une manière de faire. Et je crois qu'en plus beaucoup de gens ont envie de venir un peu plus à la campagne. Et à la campagne il faut se l'inventer parce que il y a très peu d'entreprises qui vont pouvoir employer 10, 20, 100 personnes d'un coup. Ici, là, à la campagne, il y a très peu de grosses boîtes, de toute façon. Donc, si on veut vivre à la campagne, je pense qu'il va falloir, de toute façon, s'inventer son métier parce qu'il y a plein d'horizons possibles, je pense. Mais voilà, pour moi, ça va plus aller vers des métiers qui vont être comme ça, un peu hybrides. Des fois, on est jardinier, des fois, on est animateur. Quand on travaille avec des enfants, c'est complètement autre chose. Donc, j'ai l'impression qu'on a inventé un peu tous les jours... notre métier, ça évolue déjà depuis un an. Formateur, oui, ça c'était pas prévu du tout. Puis parce qu'on avait un peu la sensation de pas savoir assez pour être formateur. Puis finalement, en fait, si, on se rend compte petit à petit, on prend confiance. Tiens, je vous laisse le fenouil et je vais chercher de la gastachanisée. Tout ce que vous avez voulu savoir sur la lactofermentation sans jamais oser le demander, et ben voilà, c'est aujourd'hui. Plus il y a de sel, plus ça se conserve, mais il faut laisser un peu de place. Et la première raison, c'est pour pouvoir bien presser sur les légumes et que le reste soit de l'eau, en fait, de la saumure. On voit qu'il y a de l'oxygène. Je sais pas pensé à chou à l'origine. Ah, c'est beau. Alors du coup, 1, 2, 3, Ah oui, là, il doit être mortel. Alors, je goûte les autres. Hein, avant. Oui, on attend toujours que tu goûtes. Je vais sortir un bout d'ail aussi. Alors, ça, j'aime bien que de l'ail, moi. Alors, attends, parce que de l'ail, j'en ai là. C'est vrai qu'il faut mettre beaucoup d'ail. Attention, parce que je vais encore ouvrir un bocal. En ville, on faisait tout à pied, à vélo, en métro. Depuis qu'on est ici, on est en voiture très 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 souvent. Et je sais pas combien de kilomètres on a pu faire en voiture depuis un an. Hein. On a beau être plein de convictions écologiques, etc. Mais c'est vrai, quand on compte nos kilomètres, en fait, c'est presque aberrant quoi, de voir le nombre de kilomètres. Enfin, c'est complètement contradictoire aussi avec ce qu'on fait, mais en même temps, si on n'allait pas rencontrer les gens, ça n'aurait pas... Ah oui, on est notre tellement action isolés. n'aurait aucun impact, en fait, je pense. Quand je suis revenue en 92, il n'y avait pas de travail pour moi. Il fallait que je me le crée. Il fallait que j'invente quelque chose si je voulais vivre de ma vie ici. On descend la charge, sinon... Ouais, descendez la charge. J'ai rencontré Michel Guyot, qui avait une idée un peu cinglée, celle de construire un château de toutes pièces. Donc voilà, l'émulation étant très très vite, je crois que dans les 48 heures, on commençait à rédiger un projet. Pour moi, c'était l'opportunité d'avoir une aventure humaine forte. C'était complètement abstrait, je connaissais rien au château fort. Et la seule chose que je voyais, c'était que pour construire ce château, il allait falloir des ouvriers, des tailleurs de pierre, des charpentiers, des maçons, etc. Et donc, aventure humaine. Le passage est sécurisé ? Le passage est sécurisé. J'y vais. Bâtir un château avec les outils et matériaux du XIIIe siècle permet de retrouver les techniques de construction et les gestes oubliés. En quelques années, Guédelon est devenu le laboratoire de nombreux historiens et compagnons. En quelques mois, j'avais rassemblé les fonds, fondation d'entreprise, fonds européens, etc., pour démarrer l'aventure de Guédelon. Et donc ça, on était dans l'hiver 95-96. 97, on embauchait les premiers salariés. 98, on ouvrait au public. C'est comme ça qu'on fête nos 20 ans de chantier cette année. On a ramené toute une population de gens qui ont envie de vivre à la fois l'aventure professionnelle, puis une aventure en monde rural. Avec 300 000 visiteurs par an, Guédelon génère pour toute la région d'énormes retombées économiques et fait vivre 90 personnes et leurs familles.
filles. Sonia et Cyril ont 23 chèvres. Ils espèrent en avoir bientôt 45, ce qui représenterait leur seuil de rentabilité. Ils fabriquent leur fromage et les vendent au marché. Ils vivent désormais la vie dont ils rêvaient, libres avec leurs animaux. Allez, Mitsa, allez, on y va. Hop. Attends, bah Mouki, il faut qu'elle boive 15 litres. Elle doit être meilleure, l'eau, là. Allez. Allez, Mouki. Allez, Là, aujourd'hui, c'est pas comme si on était au travail. On est dans le plaisir, on est avec nos bêtes. C'est sûr que c'est beaucoup d'occupation toute la journée. Mais on n'est pas comme une charge de travail où on se serait déplacé pour faire 17 heures, revenir, finir sa journée. Là, on est occupé, certes, une grosse partie de la journée, mais dans le plaisir. Et à deux, et même si on n'est pas tout le temps collés l'un à l'autre, on a des moments d'échange, on peut discuter. Après, c'est une question de tempérament aussi. Moi, personnellement, cette ferme, j'ai l'impression que ça me... Moi, j'étais quelqu'un, j'ai souvent tendance à avoir la tête sous l'eau, c'est-à-dire de voir le verre à moitié vide. Bon, ça fait partie de moi, mais le fait d'avoir l'esprit occupé à 100 ou voire 200% la journée, pour moi, c'est salvateur. C'est comme c'est un antidépresseur naturel, moi, en ce qui me concerne. Je suis d'origine étrangère, mes parents sont serbes. Ils sont arrivés en France en 71, je suis née en 80. Je voulais être vétérinaire, j'étais bonne élève, mais pas très bonne, pas excellente. Donc, arrivant en 3e, je me suis dit, oula, ça va être compliqué. Et j'avais demandé à mon père de travailler dans l'agriculture, et il m'avait dit, c'est hors de question. Je suis pas venue en France pour que ma fille finisse les 2 pieds dans la merde. Et moi, il faut remettre dans le contexte que moi, quand ma mère est arrivée en France avec mon père, elle avait 17 ans, elle n'avait pas l'électricité chez elle. Donc, eux, ils sont sacrifiés leur jeunesse, parce qu'ils ont fait toujours du travail très dur. Ma mère a travaillé en 2-8 toute sa vie, elle a même travaillé la nuit. Ils ont tout sacrifié pour que moi, quelques années après, je dise « Ah ben non, moi je veux faire des chèvres, je veux faire du fromage. » Aujourd'hui, à 37 ans, je me mets à leur place. Il y a quelques années, je critiquais beaucoup mes parents en disant « Ouais, ils me comprennent pas, c'est n'importe quoi. » Mais aujourd'hui, avec le recul, je me mets à leur place, je me dis « Mince, quand même... » Voilà. Moi, mon père, il ne peut plus plier ses mains. Et il a fallu que j'atteigne un âge d'une maturité pour qu'on se dise, on le comprend, quoi. Ouais. Mais en arrivant en France, ils ont trouvé, malgré la difficulté du travail, un confort matériel qu'eux n'avaient pas. Et eux, à leur échelle, à leurs yeux, ce confort matériel, cette consommation, avoir un gros canapé, etc. C'était ce qui est le plus important. Ah oui, ça c'est... Nous, aujourd'hui, on connaît tout ça, on connaît leur situation. Nous, on a travaillé dans le commerce, on a consommé comme tout le monde. Et aujourd'hui, nous, on trouve encore plus de confort. On est obligé d'avoir du mobilier, on est obligé de scolariser les enfants, qu'ils aient des téléphones portables, etc. Mais nous, on trouve encore plus de confort alors qu'on consomme 2 fois moins qu'avant. Ou du moins très différemment. Vivre la vie que l'on souhaite, c'est possible à la campagne. Mais cela suppose impérativement de créer son activité. 21 €. Et pour qu'elle soit rentable, il faut produire et vendre directement à ses clients, sans intermédiaire. Circuit on ne peut plus court et d'extrême proximité. Partout en France, et de plus en plus, ce type de comportement témoigne d'une profonde transformation de la manière de consommer. Qui aurait imaginé dans les années 80 que ces nouvelles pratiques bousculeraient le monopole de la grande distribution? Alors ceux-là, tu vois, j'ai développé une croûte bleutée. Faut aimer, c'est un petit peu un goût de terre. Si, ça leur donne un peu plus de goût. J'ai un client là tout à l'heure, je pensais pas les vendre, il m'en a pris 5. Depuis son retour en Puisaye, Jérôme Breton travaille à temps partiel dans l'entreprise d'un ami, Garcia Matériaux.
Juste le nécessaire, dit-il, pour subvenir à ses besoins financiers. Bonjour. Vous allez bien? On la garde celle-là, Marius, elle est bien. Et la première chose que j'ai faite, c'est la liste de mes rêves, tous les trucs que j'ai repoussés depuis 15 ans. Dire non, j'ai pas le temps, non, j'ai pas le truc, j'ai pas, etc. Je voulais aller marcher sur le GR20, je voulais faire Compostelle, je voulais faire plein de choses, aller dans un monastère bouddhiste, voir ce qui se passait là-bas. Et j'ai fait la liste comme ça, et pendant 1 an, j'ai pris une année sabbatique et j'ai fait toute cette liste-là. Et le dernier point de la liste, c'était je veux construire la maison. C'était un rêve de gamin de construire une cabane, quelque chose, mais là pour de vrai, quoi, construire vraiment le lieu de vie, être confronté à tout ça, quoi, que ce lieu ait vraiment un sens. Et au début, c'était un projet complètement minimaliste. C'était 4 murs, un toit, avec quelque chose de convivial, une grande pièce pour accueillir du monde, où on puisse vivre vraiment. Et puis voilà, ça s'arrêtait là. Et j'avais commencé des plans, et puis on s'est rencontrés. Et là, très rapidement, il a fallu rajouter 2-3 pièces pour les enfants et tout ça. Et c'est devenu ça. Moi, je vois de plus en plus de gens qui arrivent de villes. Et d'ailleurs, les gens avec qui on connecte, les personnes avec qui on connecte rapidement et de manière forte, là, c'est des Parisiens qui viennent là, ou de banlieue parisienne, qui viennent là en ayant vécu ce qu'on a vécu, en fait. C'est-à-dire c'est cette prise de conscience, cette recherche de sens, et qui viennent regarder là si la prochaine page de leur vie, elle peut se passer ici. La puisée, c'est un refuge. C'est retrouver une manière de se reconnecter à soi-même. C'est une terre sauvage, c'est une terre qui est hostile l'hiver. On se dit souvent, quand quelqu'un vient s'installer ici, c'est la première question quand Sophie est venue. Elle a passé le premier hiver. Ouais, bon, bah c'est bon, ça va. Elle va rester. Elle va rester, parce que c'est humide, etc. Mais d'un autre côté, c'est luxuriant, c'est vert, ça touche la vie. Pascaline et Benjamin ont chacun repris la ferme de leurs parents respectifs. À eux deux, ils se répartissent 570 hectares de terres cultivables. C'est très gros pour la région. Leur exploitation représente le modèle actuel de l'agriculture française. Ils en sont fiers. Aujourd'hui, il y a le mode agriculture biologique, et puis après, il y a le mode entre guillemets conventionnel. C'est conventionnel, c'est nous. On utilise toujours des engrais, des pesticides. Moi, je sais pas si les gens se rendent bien compte du travail qu'on fournit pour y arriver, pour travailler correctement. Parce qu'on ne conçoit pas l'un comme l'autre de pas travailler correctement, quoi. D'avoir des champs mal faits. Ça peut peut-être arriver un accident, quoi, mais on ne conçoit pas ça, quoi. Le travail passera avant, toujours avant. Bah, si. Oui. Il y en a, c'est pas ça. Il y en a, ils vont, c'est le week-end, ils vont prendre leur week-end. Tant pis, c'est pas semé, tant pis. Bah, nous, c'est l'inverse. Avant, la femme travaillait, mais... Elle travaillait peut-être plus, mais elle avait aucune Bah, reconnaissance. Elles n'étaient pas chefs d'exploitation, Voilà. comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'est pas rare de voir. Ça devient assez... C'est fréquent, maintenant. C'est fréquent. C'est un peu plus difficile de se faire respecter quand on est une femme. Il faut toujours faire ses preuves, quoi. 2 fois plus, 10 fois plus qu'un homme. Déjà, on est regardé de travers, déjà. Premièrement. Quand on conduit un tracteur, voilà. Ça fait pas plaisir aux voisins autour. Faut pas se leurrer.
Quand nous, on a appris en 2006-2007 que la maison elle a été mise en vente, là, on s'est mobilisé. Surtout parce que cette maison, c'est pour tous les lecteurs de Colette et tous les amoureux de la littérature, un personnage de l'œuvre. C'est-à-dire que dès que vous faites un pas dans cette maison, elle est traversée par la littérature. Donc je dirais que moi, la première fois que j'y suis venu, même dans l'état de vétusté qui était le sien, que vous ne pouvez même pas imaginer aujourd'hui en la voyant, c'était déjà d'une force d'émotion absolument extraordinaire. Alors le défi, c'était de pouvoir garder cette qualité d'émotion tout en entamant les travaux de réhabilitation qui permettraient de se rapprocher de la maison telle que Colette l'avait connue et décrite dans son œuvre, et de permettre évidemment sa découverte par le public. Si vous oubliez tout cela, ce que vous voyez est exactement ce que voyait Colette de l'endroit où vous vous tenez. Et donc c'est comme ça que l'aventure Colette a commencé. Elle a été assez difficile, cette aventure, d'abord parce que personne n'y croyait. Lorsqu'on a créé l'association en 2010 pour sauver la maison natale, déjà on avait essuyé beaucoup d'échecs. Alors les gens nous regardaient un petit peu souriants et bienveillants, enfin, ils trouvaient que c'était sympathique tout ça, mais enfin ils n'y croyaient pas beaucoup. Et puis l'acquisition en septembre 2011, le début des travaux en 2014, l'ouverture en 2016. Il suffit d'interroger les commerçants du village pour qu'ils vous disent qu'ils n'ont jamais vu autant de monde à Saint-Sauveur depuis la réouverture de la maison. Et les commerçants voient bien arriver chez eux des visiteurs. Alors souvent, ils ont encore le macaron à la maison de Colette, donc on peut pas les manquer. Par des gens comme Claude Debussy, Maurice Ravel, Vincent d'Indy, etc., jusqu'à Francis Poulenc. Peut-être qu'il y a beaucoup de jeunes femmes ou de femmes qui se sont installées ici aussi et qui trouvent que c'est pas mal finalement d'être du pays de Colette aujourd'hui parce qu'elles se retrouvent dans cette figure à la fois féminine, très féminine, qui revendique cette féminité et très féministe en même temps, c'est-à-dire qui revendique la liberté sexuelle, de comportement, d'être libre, indépendante et femme. La première année, j'ai passé un hiver ici toute seule. J'ai un peu cafardé quand même, hein, et je me suis surprise à faire du ménage du matin au soir. Et je me suis dit, ça va pas du tout. Moi, l'hiver, j'adore maintenant parce que des livres, j'en avale plein. Et puis, je trouve ça vraiment agréable au coin du feu. Avoir un bouquin dans le canapé, ça m'embête pas du tout. Hein. Au début, ça a été un petit peu bizarre. Parce qu'on n'était pas habitués, quoi. On est de la ville, quoi. Moi, notamment, j'avais jamais habité à la campagne. Et à un moment, j'ai été un petit peu effrayée. Et puis, le fait de fréquenter des gens qui ne nous ressemblent pas, ça, c'était nouveau aussi pour moi. Parce qu'en ville, on a tendance à se regrouper, hein, par centre d'intérêt ou par voilà. Et ici, pas du tout. On passait un petit peu pour des écolos, un peu des Parisiennes. Qui lisent des livres, des choses comme ça. Et puis, on leur a apporté ça. Et eux, ils nous ont apporté une autre façon de voir les gens, de voir la vie, de pas être sectaire, comme moi, j'étais très sectaire. Ce style de rencontre, je trouve que c'est le meilleur outil pour casser les préjugés, quoi. Parce qu'on est quand même tous bourrés de préjugés, qu'on soit à la ville, à la campagne, qu'on occupe telle situation sociale, qu'on fasse tel métier. C'est vrai que c'est un peu, comme dit Pascal, là, je pourrais même plus dire beauf aujourd'hui, et c'est vrai. J'ai été surprise le jour où Jean est venu me demander de participer au conseil municipal. J'aurais jamais cru. Et puis, voilà, ça a été intéressant. Ça a été aussi une ouverture pour moi, quelque chose de nouveau. Et puis, le fait de m'implanter, de m'impliquer encore plus, quoi. Et de me sentir d'ici, alors que pas du tout. Je plaisante. Je plaisante tout le temps. Ah, j'aime bien. Que t'enlèves ta casquette. Ça roule. Ça roule comme d'hab, quoi. Pardon. Salut, Mickey. Attends, il en revient encore, hein. Il en arrive encore. Si tu veux en filmer. Sur les 36 000 communes de France, la moitié a moins de 500 habitants. Le maire et son conseil municipal forment le premier lien démocratique entre les villageois et l'État. Malgré le dévouement des élus communaux, la région est en zone blanche et l'installation des nouveaux arrivants est conditionnée au maintien des moyens de transport, à l'accès Internet et la téléphonie mobile. Or, seul l'État peut forcer la main aux fournisseurs d'accès
qui rechigne à couvrir les zones à faible densité de population et par conséquent peu rentable. Je suis travailleur indépendant, je fais du conseil en politique de développement de l'éducation, principalement en Afrique. Donc je travaille ici à Saint-Ampuisé à peu près une petite moitié de mon temps et l'autre moitié, la grosse moitié, sur place dans différents pays d'Afrique. Là où c'est un petit peu plus compliqué, c'est de travailler en puisée quand on a toutes les difficultés de relations de connexion, en particulier avec la connexion à l'Internet, qui sont beaucoup plus faibles que celles que je pourrais avoir en ville. J'ai beaucoup plus de facilité à mettre à jour mon ordinateur dans un petit hôtel milieu de gamme à Ouagadougou qu'en puisée. Le plus gros problème, l'Internet et la téléphonie mobile. C'est vraiment le problème des campagnes. C'est pas les réseaux routiers, c'est pas... Bon, les transports en commun, bon, on peut les améliorer, parce que bon, c'est pas vraiment efficace, mais c'est surtout l'Internet et la téléphonie mobile. Ça, c'est primordial si on veut que des gens viennent s'installer et continuent de rester à la campagne, parce qu'on le sent, même dans les résidences secondaires ou les retraités, on sent qu'ils ont besoin de ça. C'est incroyable, hein, c'est des matériels que, avant, il y a 20 ans, c'est tout juste ce que c'était. Et maintenant, c'est indispensable. Pour amener des services à nos habitants. On a fait les garderies périscolaires, on a fait les crèches. Bon, les écoles, il existait, ça a maintenu les écoles, mais ça a amené des familles. Parce que les familles qui viennent maintenant, ils ont besoin de tout ça. Et moi, quand j'avais mes gamins, il y a 40 ans, la crèche, c'était les grands-parents. La garderie, ben, les gamins, ils allaient à l'école, et puis le reste du temps, c'était les grands-parents qui gardaient, ou les voisins, ou ben, moi, je suis paysan, je les emmenais avec moi aux vaches, au tracteur, et puis ça y était. La garderie, ça se faisait comme ça. Mais les familles, maintenant, c'est plus comme ça. L'école, c'est le centre névralgique du village. C'est là que les habitants se rencontrent, que les amitiés se forgent. C'est le siège de la République, tout comme la mairie. Mais pour avoir une école, il faut qu'il y ait assez d'enfants. Et pour que de nouvelles familles s'installent, il faut qu'il y ait une école. Alors pour bon nombre de petites communes françaises, cette quadrature du cercle est impossible. Résultat, l'école ferme et le village se vide. J'ai envie du meilleur pour mon fils, comme tout le monde. Et ça a commencé avec la crèche, en fait. Et la directrice actuelle de la crèche est venue me voir un jour en disant il y a une école qui ferme à Andry. C'est à une vingtaine de kilomètres d'ici. Et là, il y a des parents qui se retrouvent sans école. Et les parents, ils aimeraient bien quelque chose d'alternatif. Il y a une vingtaine de familles, là. Ils sont prêts et on peut commencer. Et là, on a dit banco, puis on a commencé des réunions et à décider qu'est-ce qu'on fait, quoi, qu'est-ce qui se passe. Mais créer une école, il y a 1000 peurs derrière. C'est comment ils raccrochent au système quand ils veulent aller au lycée, au collège, à l'université. Mais il faut bien qu'ils aient un minimum de connaissances. Comment ça va être financé? Alors, aussi, ça va être une école élitiste alors. Vous allez vous retrouver entre vous. Personnes bien pensantes, en tout cas, sans peu de mixité sociale. L'angoisse, c'est l'école à deux vitesses, parce qu'évidemment, une école privée, on sent bien tout de suite que ce sont des enfants plutôt aisés et culturellement et financièrement qui iront. Que nous, on aura plutôt les enfants un peu plus défavorisés. Donc voilà, donc je ne sais pas comment prendre cette nouvelle école. Bonjour. On s'est vu hier. On n'écoute jamais le flux. On n'écoute jamais le flux. Je l'ai eu il y a 2 jours peut-être, ouais. Ah bon? Mais super, mais c'était parfait. La motivation, c'est vraiment se dire, là, ce qui se passe à l'école, c'est plus adapté pour nous, pour plein de raisons. Et on peut en discuter. Et ça bouge pas, ça fait juste 20 ans que ça bouge pas, ou 40 ans, ou 50 ans, peu importe. Et ben nous, on fait quelque chose d'autre. On n'attend rien des politiques, de machin, on s'en fout. On a envie de le faire, on le fait. Oui, mais ça nous convient plus, mais si on va 40 ans ou 50 ans en arrière, ça convenait pas forcément aux gens non plus. Et c'est pas pour autant qu'ils essayaient d'aller vers des solutions alternatives. Pour le dire un peu
Moi, ça me fout les boules, quoi. Et je me dis qu'il y a peut-être aussi un travail à faire avec les écoles avant d'entamer des projets comme celui-ci, quoi, qui enlèverait des enfants de nos écoles. Voilà, c'est ça, moi, mon inquiétude et ma question, elle est là. En France, le nombre d'écoles privées augmente de 4% tous les ans. À Paris, elles sont déjà plus du quart des établissements scolaires. Cette tendance représente un courant pragmatique, beaucoup plus que le reflet d'une idéologie. Cependant, le résultat risque d'être le même. Alors comment la société va-t-elle reprendre la main pour ne pas perdre le principe de l'école républicaine ? Moi, je suis née ici, j'ai fait mes études ailleurs, évidemment. J'ai travaillé dans d'autres coins de France, je suis partie vivre en Afrique, je suis revenue. Et ma famille est dans le cimetière local, donc je fais vraiment partie des enracinés. Je pense que pour certaines personnes, ce qui est très compliqué, c'est effectivement le fait que certains aient cette capacité de faire des choix et de bouger et que eux ne se sentent pas en capacité de faire des choix et de bouger. Soit parce qu'ils sont inscrits dans des traditions familiales ou dans des cercles familiaux qui sont pas du tout dans cette idée, soit parce qu'ils sont pris dans des engagements professionnels, notamment les agriculteurs, qui leur permettent pas de le faire. Et il y a certains moments, il y a de la rancœur autour de ça. Mais je pense que vraiment, il y a quelque chose dans la question du choix qui peut être très source de frustration et de ressentiment. De toute façon, le principe est toujours le même. Dès que vous avez une petite communauté, forcément, dans cette communauté, vous avez des clans, des tensions, vous avez tout ce qui va avec. Ça va de pair avec la vie de province que Colette décrivait déjà, c'est-à-dire la rumeur villageoise, le marché, le café où on échange, potins et ragots, bienveillants ou pas bienveillants. Je pense que ça, c'est quelque chose qui pèse quand même beaucoup sur ce territoire. En ville, en revanche, les gens se croisent sans se connaître. On peut se sentir seul. Mais s'il est difficile de l'être physiquement, les autres sont partout. Ici, c'est l'inverse. Il faut faire la démarche et aller dans les fêtes de village pour se rencontrer, pour se rapprocher. La vision de la ville sur les ruraux qui est plutôt négative. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a souvent l'impression que les gens de la ville nous prennent pour des ploucs. C'est vrai qu'on ne peut pas se comprendre. Enfin, c'est deux mondes qui sont quand même très séparés. Mais de la même façon, quand on est ici, on ne comprend pas à quel point ça peut être agréable de monter les marches du métro, de les descendre, d'avoir de la lumière tout le temps, que ça bouge, qu'il y ait de la chaleur. C'est vraiment deux mondes. Ce qu'il faut, c'est qu'ils sentent à quel point ils sont complémentaires, d'un côté comme de l'autre, plutôt que s'opposer. Et c'est effectivement ce lien-là qu'il faut essayer de faire, mais c'est pas simple. Un village, ça vit parce qu'il y a une petite équipe qui a été choisie par la population pour gérer le village, et puis qu'il y a des bénévoles qui s'y agrègent pour essayer de faire des choses. Et tout ça se fait pourquoi ? Parce que tout le monde se connaît, on est entre voisins.
j'espère qu'on aura une mairie tout le temps. C'est au moins un point aussi d'échange, de rencontre. Je sais pas si c'est vraiment le mot, mais je veux dire, tant qu'il y a un bureau de mairie, qu'on n'est pas obligé, qu'on réclame pas tous ces papiers via Internet, je me dis qu'il y a encore un semblant de vie. Tant qu'on a une boulangerie et un café, il y a encore un semblant de vie. Donc, et une école, il faut, ce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'il y ait un minimum de structure qui perdure dans le temps, parce que sinon, ça sera désertique et je sais pas si ça sera très attirant pour quiconque, quoi. Jamais à Paris ou dans la région parisienne, on imagine que dans une commune rurale, ce sont les élus qui font le travail. C'est-à-dire qu'on n'a pas les services. Combien de communes voient leur maire aller déneiger quand il y a à déneiger parce qu'il a un tracteur et que c'est lui qui peut le faire, et donc c'est lui qui se lève le matin à 6 heures pour aller déneiger pour que ses habitants puissent aller travailler. Malgré ça, on continue à nous asséner le fait qu'il faut qu'on supprime des élus, qu'on fasse des communes nouvelles et qu'on regroupe les communautés de communes. Nos futures communautés de communes, je ne sais pas comment ça ira, mais c'est pas bon pour les petites communes, ça c'est sûr, c'est pas bon. Parce que d'ici peu, on n'aura plus de pouvoir. On sent qu'il y a une pression, une volonté de l'État, de l'Europe, mais je ne sais même pas si c'est réfléchi. Ils ne pensent pas du tout à ça. Le pouvoir qu'on a d'animer nos villages. Hein. Enfin, d'animer, quand je dis animer, c'est animer aussi bien professionnellement, activité économique, activité culturelle, activité sociale. On fait plein de choses. Hein. Ça, on ne se rend pas compte, mais on le fait tous les jours. Alors on ne fait même pas attention. Je crois que le mot d'ordre, moi, que j'aimerais donner à tous les maires ruraux, c'est un mot d'ordre à asséner à l'État, c'est foutez-nous la paix. Dans les petits villages, les traditions sont comme des rites de passage entre les saisons, entre les activités agricoles ponctuant l'année. Comme il y a 200, 300 ou 400 ans, messes, vide-greniers, foires sont l'occasion de se réunir, de resserrer le lien qui unit les habitants d'un même village, d'une même terre. Aujourd'hui, tout cela n'est possible que grâce aux bénévoles du conseil municipal, que l'on retrouve à chaque fête, à chaque occasion. Ici, t'es jamais anonyme. Rarement anonyme. Une voiture qui passe, là, par la fenêtre, on va voir la voiture, on sait qui c'est. Et si on ne sait pas qui c'est, éventuellement, on va se dire, tiens, c'est bizarre. Donc, t'es jamais anonyme. T'es au marché, t'es au supermarché, t'es chez le médecin, chez le dentiste. T'es jamais anonyme. Donc, effectivement, ça peut être une limite à la liberté, quoi. Si tu veux faire des bêtises conjugales, c'est pas commode ici, quoi. Moi, j'ai une voiture jaune. Ça va pas aller tout seul. Myriam le saura dans le quart d'heure. Il y a de tout ici. Hein. Il y a des gens qui sont riches, des gens qui sont pauvres, pas beaucoup de jeunes, pas mal de vieux. Enfin, il y a des jeunes aussi, des métiers tout à fait différents. Et on a absolument le droit d'être ce qu'on veut. La seule chose qui n'est pas tolérée par le voisinage, c'est l'arrogance. Bizarrement, alors qu'on a par exemple un fort vote Front National, l'extrême droite est très puissante ici, etc. Vous avez dans tous les villages beaucoup de couples homo, hommes ou femmes. Ça ne pose jamais de problème à quiconque. Le jugement social que peuvent porter les voisins ou les gens qu'on rencontre régulièrement à droite ou à gauche est un jugement social assez tolérant. Et d'ailleurs même politiquement, parce qu'on va dîner ou on va faire des choses avec des gens qui sont d'abord politiques radicalement opposés aux nôtres. Ça pose pas tellement de problèmes ici. Nous, on fait la fête avec des gens du Front National. Ça a pu nous poser des problèmes. Ça ne nous empêche pas de partager des bons moments. Ça nous pose le problème de savoir comment est-ce qu'on pourrait les amener sur un autre terrain et qu'on ne sait pas y faire. Mais ça ne nuit pas du tout à la possibilité d'établir des relations. Et ça, je crois que c'est assez différent de ce qui se passe en milieu urbain, où probablement que le carnet d'adresses des gens est quand même assez clivé politiquement, professionnellement et par l'argent. Et ici, ce n'est vraiment pas notre cas.
Père en 50, il devient 50, oui, à peu près, il a acheté le premier tracteur. Vous voyez, tout de suite, ça s'est modernisé. Alors, les agriculteurs ont tout le temps muté, parce qu'ils sont modernisés. Après, eh bien, comme il y avait moins de monde, on n'avait plus de temps de trop nettoyer les terres. Alors, on a commencé à mettre des désherbants. Et puis on a des vaches, et puis on a doublé le nombre de vaches, et puis ça a tout le temps muté, l'agriculture. Et puis c'est là qu'on a parti à utiliser les pesticides, les engrais, les machins, qu'on est arrivé dans les années 80 à 80-90 à une saturation que là vraiment on est en train de remettre en cause tout ça, mais ça va redemander 50 ans à revenir à une autre méthode d'agriculture. À mon avis, c'est comme ça que ça va aller. Les fermes maintenant, moi, je les ai vus passer de 10, 5, 15 hectares à 30, 40 hectares, 50 hectares. Après, je les ai vus passer à 100 hectares. Maintenant, ils sont en train de passer à 200 hectares. Et puis, je pense que dans l'avenir, ça va être des 300, 400, 500 hectares. Ça mute, et on ne verra pas le retour en arrière. Hein. C'est pas possible. À l'échelle de notre projet ou de d'autres micro-projets, les éleveurs ou agriculteurs n'ont aucun regard pour le fait qu'on dynamise aussi les campagnes à l'échelle de nos projets. Ils ne voient l'avenir que par leur modèle. Par exemple, si vous voulez, demain, on dirait tiens, on cherche 50 hectares, là, on commencerait plus à être observé. J'aime pas quand on critique les grosses exploitations. Voilà. Tout, après, chacun voit. Il y a des grosses entreprises hors agricole, pourquoi il n'y a pas des grosses entreprises agricoles, quoi? Pourquoi on n'a pas le droit? Oui. Parce qu'en France, c'est un peu ça. Dès qu'on est un petit peu gros, on nous regarde de travers, quoi. Parce qu'à entendre, les grosses exploitations, elles balancent des engrais, elles balancent des pesticides, elles tirent l'arigot. Et ça, c'est un peu dérangeant. Je suis plus d'aller de l'avant. Enfin, moi, je me vois plus... Moi, je vois pas qu'on va retourner en arrière. Hein. Ou alors tout le monde retourne en arrière. Il n'y a pas de raison. On enlève les avions, on enlève les trains. On revient comme avant. Pas que nous, quoi. Ils conçoivent pas que, à notre échelle, on pourra peut-être gagner notre vie juste en faisant comme ça. Peu mécanisé, peu de dettes, peu d'investissements, globalement. Et par contre, des animaux bien soignés et bien valoriser un produit autour d'une communication choisie. C'est-à-dire, c'est un vrai produit de terroir, fait avec amour, tout simplement. Il n'y a pas besoin forcément de faire des volumes et des volumes et des volumes vendus avec une très petite marge sur chaque produit. On peut très bien valoriser correctement un produit et pas avoir trop d'endettement derrière, donc s'en sortir comme ça. On a des gros investissements sur le dos. Oui, c'est compliqué des fois. Oui, on a peur, oui. Enfin, moi personnellement, j'ai peur, oui. Il y a des fois, moi, j'ai la boule au ventre, oui. Moi. Moi, j'ai plus la boule au ventre. J'ai un tempérament très optimiste, moi. J'ai peur de rien, honnêtement. Même si je suis assez optimiste, il y a des fois, on se pose des questions, quand même. On se dit pourquoi la nature n'est pas avec nous. Ouais. Et après, il y a tous les autres aspects derrière, quoi. Il n'y a pas que la nature qui fait que notre métier est dur. Hein. C'est le prix qu'on vend notre production. C'est aussi ça qui... C'est surtout ça qui est plus énervant. C'est plus énervant, ça. La rage, elle vient plus de là, ouais. Je pense même que beaucoup de nos voisins ont encore moins le moral que nous. Oui, des personnes pas trop passionnées, voilà, ils en ont marre. Hein. Oui, on en voit, et aujourd'hui, ils n'ont plus le moral. Ah oui.
ils seraient prêts à arrêter. Hein. Ça va bien un peu, mais bon... On est pris pour des marionnettes. Hein. Aujourd'hui, on vit pour la ferme, pour nos enfants en priorité. Moi, c'est ma seule inquiétude, c'est ça, c'est pouvoir scolariser correctement mes enfants, parce qu'aujourd'hui, ça a un coût. On est loin de tout. Notre crainte, c'est de se dire, est-ce que on sera, avec le projet qu'on a, toujours à même de répondre à leurs besoins financièrement pour les scolariser où elles veulent. C'est une crainte sans être voilà, non plus, c'est pas bon. une obsession, parce qu'on sait que de toute façon, on y arrivera toujours. On y arrivera. Voilà. On se débrouillera. On est assez débrouillards. Plus qu'une mode, le retour à la ruralité est une tendance, nous disent les sociologues. Désertée durant toute la durée du XXe siècle, la campagne aujourd'hui représente toutes les valeurs positives. Toutes les valeurs d'espoir du XXIe siècle. Harmonie, nature, équilibre. Le nouveau monde risque fort de se construire loin des villes, de se construire ici. Vous allez bien? Très bien, Ça marche. Bonjour. Maintenant, je trouve que la génération qui vient s'installer à la campagne n'est pas du tout la même. Elle vient en connaissance de cause. C'est aussi nos enfants, on a des enfants du même âge. Moi, je sais que ma fille, qui a l'âge de Pauline et Antoine, même si elles ont fait beaucoup d'études, ou même si elles ont un super background, elles ont envie de revenir vivre ici, elles ont envie de venir monter des choses ici, elles ont envie de s'impliquer ici. On est d'accord, mais je pense qu'il y a beaucoup moins d'illusions autour du monde rural qu'il y en avait à l'époque. Ce que je trouve intéressant, c'est que ce sont souvent la génération des 25-35 là, qui, eux, ont tout digéré. Enfin, j'ai l'impression qu'ils arrivent et que ça, c'est digéré pour eux. C'est-à-dire, s'ils viennent en monde rural, c'est pour être en phase et cohérent. Je trouve qu'il y a quelque chose à la fois de citoyen et de politique dans cette façon de se comporter, d'arriver sur le territoire. Et donc, moi, tous ces gens-là, j'ai envie de les installer, quoi. J'ai envie qu'ils viennent, c'est de la ressource, c'est génial. Bon, après nous, par exemple, voilà, le gros point d'interrogation, c'est oui, notre métier, comment on en vit, qu'est-ce que... Là, je pense que tout est un peu à inventer et à la fois, c'est ça qui est chouette, quoi. Quand on est en CDI, on sait qu'on va faire la même chose tous les jours, tout le temps, jusqu'à temps qu'on sait pas. Moi, ça, c'était ça qui me déprimait beaucoup. Là, aujourd'hui, on sait pas, mais on y va, quoi. Moi, je sais pas. L'avenir, je sais pas. J'ai pas d'idée. En fait, je me rends compte que je sais, j'ai aucune idée si une des deux écoles va ouvrir, si les deux vont ouvrir, si on a aucune qui va ouvrir. Je sais pas si on sera là dans 3 ans. On va peut-être à un moment donné avoir une envie, genre j'en sais rien, on n'en sait rien. On voulait partir 1 an en vélo, faire un truc. Et là, je me sens des racines comme jamais je m'en suis sentie nulle part, quoi. Bon, je suis pas née ici, mais j'ai comme des racines ici, quoi. J'ai mes 2 pieds ici et je bougerai pas. Bon, si, bien sûr, si on est obligé quand on sera très vieille et comme c'est plein de gadous partout, si on peut plus conduire et tout ça, mais c'est ma maison, c'est ici, quoi, vraiment. Des fois, je passe des semaines avant d'aller au marché le vendredi toute seule, je vois personne, mais j'ai beaucoup plus de conversations avec une chef qu'avec mon ancien patron. Je le remercie. Rien que pour ça, je le remercie. C'est lui qui m'a aidé à prendre le choix de faire ce métier. Je le remercie encore.